Bonjour à tous et bienvenue dans la rédaction d'Actu Environnement. Comme vous pouvez le constater, nos journalistes sont sur le qui-vive, en particulier à l'approche de la COP21. Ils vous permettront d'être informés au jour le jour des avancées des négociations. Et pour cette occasion, nous avons choisi de vous proposer une nouveauté, une émission consacrée à l'impact du changement climatique sur l'emploi et la formation. Un débat avec des invités de renom du secteur professionnel de l'environnement. Suivez-moi, ils nous attendent dans notre studio. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Philippe Quirion, économiste, directeur de recherche au CNRS, Raphaël Claustre, directeur du CLER, le réseau multisectoriel pour la transition énergétique, Nathalie Tessier, chef du bureau formation, emploi et transition sociale au ministère de l'écologie, et Pascal Boyer, directeur adjoint du Centre national de formation au métier de l'eau. Alors, en parallèle de la transition énergétique déjà engagée dans notre pays, si un accord ambitieux est décroché cet hiver à la COP21, on devrait s'attendre à ce que la réduction des émissions de gaz à effet de serre s'intensifie. Alors cela ne sera pas sans impact sur les secteurs d'activité, d'où cette question cruciale, quel impact sur l'emploi ? Philippe Quirion, vous êtes l'auteur d'une étude détaillée sur le sujet. Selon vous, 632 000 emplois seraient générés par la transition énergétique. Alors, il existe de nombreuses études sur donc, les promesses d'emploi. Vous, comment êtes-vous arrivé à ces chiffres ? Au préalable, ce n'est pas par la transition énergétique qu'on va résoudre le problème du chômage, qui est bien trop important. Ceci étant dit, dans mon étude, comme dans bien d'autres, ce que j'ai essayé de faire, c'est de quantifier les emplois détruits et les emplois créés. Parce que toute politique sectorielle, la transition énergétique par exemple, va bien sûr créer des gagnants et des perdants, des secteurs qui vont créer des emplois, d'autres qui vont en détruire. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de quantifier les dépenses supplémentaires liées à la transition énergétique et aussi les dépenses en moins, d'attribuer à chacune de ces dépenses un nombre d'emplois créés en France et de comparer donc un scénario de transition énergétique ambitieux qui s'appelle le scénario Négawatt et qui donc un scénario qui est uniquement en termes physiques, dans lequel il y a des kilowattheures, il y a des mètres carrés, il y a des passagers kilomètres, pas du tout d'économie au départ. Et ce scénario développe un chemin pour une transition énergétique pour la France jusqu'en 2050, qui comporte une réduction massive des émissions de gaz à effet de serre et puis une sortie du nucléaire. Pardon, vous parlez de dépenses, vous pouvez préciser ce que vous voulez dire ? Par exemple, l'un des éléments du scénario parmi d'autres, c'est de développer les énergies renouvelables. Par exemple, l'énergie éolienne, donc on a des dépenses supplémentaires parce qu'il va falloir construire des éoliennes, les installer, ensuite faire la maintenance. Donc tout ça va générer des dépenses et ces dépenses vont générer des emplois dans la fabrication d'éoliennes, dans la maintenance, etc. Donc des investissements dans ces secteurs. Des investissements et des dépenses de fonctionnement. Mais inversement, on va avoir moins de dépenses dans les branches énergétiques traditionnelles, dans tout ce qui est énergie non renouvelable. Donc là, on va détruire des emplois, dans tout ce qui est énergie fossile par exemple. Et puis, en même temps, il peut y avoir un surcoût quand on remplace des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et ce surcoût, quelqu'un va le payer. Ça va être les ménages qui vont le payer, soit comme contribuables, soit comme consommateurs, soit comme actionnaires éventuellement. Et comme ils auront un surcoût, ils auront moins d'argent à dépenser ailleurs. Donc ça va détruire des emplois ailleurs dans l'économie. Ça, c'est dans le cas où le scénario qu'on teste est plus coûteux que le scénario de référence, celui sans la transition énergétique. Les secteurs gagnants, c'est qui ? Et est-ce que vous avez une idée de la répartition du gisement entre ces secteurs ? Alors, il y a 3 grands domaines de création d'emplois. D'abord, l'isolation des bâtiments. Les bâtiments neufs qui sont un peu plus coûteux quand ils sont bien isolés et avec un peu plus de création d'emplois, mais surtout l'isolation des bâtiments existants, que ce soit les logements ou le tertiaire. Deuxièmement, les énergies renouvelables. Et troisièmement, tout ce qui est transport en commun et puis fret ferroviaire, fret fluvial. Ça, ce sont les 3 grands secteurs qui gagnent. Raphaël Claustre, vous vous retrouvez un peu dans cette analyse ? Ça vous semble probable, vous ?
Alors, ça semble probable, on peut déjà dire que c'est ce qui est constaté à des échelles de temps beaucoup plus courtes, dans des proportions moindres, puisqu'il y a une transition énergétique amorcée depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans. Il y a des politiques d'efficacité énergétique, des politiques de développement des énergies renouvelables, et on constate des investissements dans ces secteurs et de fait des créations d'emplois. Donc là, le ministère sera peut-être mieux placé que moi pour donner les chiffres mesurés, mais l'ADEME estime qu'on est aujourd'hui à peu près à 240 000 emplois dans l'efficacité énergétique, à 84 000 je crois dans les énergies renouvelables. Donc ça nous fait un petit peu plus de 300 000 emplois déjà dans ces secteurs de la transition énergétique. Donc c'est effectivement des choses que l'on constate, mais ça ce sont les emplois mesurés. Ce qui a été présenté par Philippe Quirion, c'est de la prospective, essayer de voir à moyen et long terme ce que donneraient des politiques publiques ambitieuses dans un secteur. Et ça nous sert, cette prospective? Alors ça sert évidemment, parce qu'essayer d'envisager l'avenir et d'envisager les impacts d'une politique publique, c'est essentiel. Et puis ça sert aussi parce qu'il va falloir que cette transition énergétique soit accompagnée sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit qu'il va y avoir des créations d'emplois, mais il va falloir qu'il y ait des formations qui permettent d'avoir des personnes compétentes sur ces emplois, et puis essayer de faire ça sur des temps longs. Il ne suffit pas de dire, bon, l'année prochaine, j'ai besoin de tant de milliers de personnes compétentes pour assurer l'étanchéité d'un bâtiment et tant de centaines de milliers de personnes capables d'assurer le développement des transports en commun. Donc ça veut dire que ça, ce sont des choses qui se prévoient sur des temps longs parce qu'il y aura de la formation. Et en plus, il y aura ce qu'on appelle des transitions professionnelles, puisque ce que vient de nous dire Philippe Quirion, c'est qu'il y a aussi de la destruction d'emplois. Donc si des personnes perdent et gagnent des emplois... On va y revenir, oui, tout à fait. Mais je voulais savoir déjà, en termes d'énergie renouvelable, est-ce que déjà on peut dresser une tendance un peu qui va sortir plus renforcée? Ce qui va sortir renforcé, c'est tous les secteurs qui vont être développés. Donc si on regarde les politiques publiques actuelles, elles visent à peu près, elles visent fortement l'éolien, le solaire photovoltaïque, elles visent le bois énergie, et peut-être essentiellement, si on rajoute le biométhane, les filières les plus concernées aujourd'hui par les politiques publiques. Photovoltaïque, vous dites? Le photovoltaïque, je dis, mais il faut voir aussi, comme c'est très lié à des politiques publiques, il suffit qu'il y ait des changements forts de politiques publiques pour qu'il y ait des destructions d'emplois fortes aussi sur ces secteurs. Et c'est ce qu'on a connu sur le photovoltaïque, où on voit, comme on parle de tendances un petit peu longues, de tendances lourdes sur les secteurs, un changement de politique publique rapide peut tout mettre à bas tous les efforts qui ont été faits. C'est-à-dire que si on soutient fortement une filière et qu'on arrête d'un coup, eh bien, sur le photovoltaïque, où on estimait qu'on avait une quinzaine de milliers d'emplois, on en a perdu 10 000 en 2-3 ans. Tout simplement parce qu'il y a eu un à-coup dans les politiques publiques. Donc c'est important aussi d'avoir une vision dans les filières qu'on veut développer, la manière dont on veut les développer, pour essayer de construire ça de manière solide et éviter soit que la filière se développe un peu n'importe comment sans l'avoir prévu et que les gens soient mal formés, et comme ça s'est passé en photovoltaïque, qu'on décide donc soudainement d'arrêter et que tout ce qui a été construit en termes de compétences, de structuration de filières, de création d'entreprises, soit perdu. Il y a aussi la consommation. Là, si on regarde la consommation finale d'énergie, en 2020, on devrait atteindre les 18% selon le syndicat des énergies renouvelables, au lieu de 23%. À ce rythme, en consommation d'énergie renouvelable, est-ce qu'on va les avoir, ces emplois, et à quelles conditions? J'espère bien qu'on se trompe, vu que c'est tout à fait illégal d'atteindre 18%. Il est écrit dans la loi qu'on doit être à 23%. Et donc, c'est aussi un engagement européen. Donc, il y aurait sans doute des procédures de contentieux à l'encontre de la France si on n'atteint pas les 23% d'énergie renouvelable. Or, il nous reste 5 ans pour mettre le paquet là-dessus. Donc, je pense qu'il serait très triste de renoncer déjà et de décider qu'on ne va pas atteindre l'objectif en 2020. Donc, on doit atteindre cet objectif de 23% d'énergie renouvelable et les emplois qui sont liés. Pascal Boyer, en quelques mots, vous, les politiques climatiques, c'est une chance pour votre secteur, le secteur de l'eau, en termes d'emploi, ça génère de l'emploi? Oui, tout à fait. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est qu'effectivement, l'eau est un secteur qui est fortement impacté et qui le sera de plus en plus au niveau de sa qualité, sa quantité par les changements climatiques. Et il est clair que cet élément-là doit être pris en compte totalement. En effet, on constate déjà dans d'autres régions du monde, et pas forcément en France pour l'instant beaucoup, même si les actualités récentes peuvent nous amener à réfléchir. Effectivement, l'eau se raréfie dans certaines régions. La qualité de l'eau aussi diminue à certains moments. Les épisodes pluvieux sont de plus en plus importants, intenses et difficilement maîtrisables. Il est clair que derrière, tous ces éléments font qu'il faut prendre en compte au niveau de la gestion, de la conception, la construction, le fonctionnement de l'ensemble du cycle de l'eau et dans tous ces métiers qui y sont associés. Vraiment cet élément-là, et ça va générer des changements qui seront des emplois, doute, ça va générer des emplois. Sans doute des emplois qui vont être générés par la suite. Sans doute. Je mets un petit bémol, pourquoi? Parce que
On est dans un secteur l'eau qui est, contrairement à d'autres secteurs industriels, sans doute un peu déficitaire en termes de métrologie, de contrôle, d'analyse, et effectivement améliorer le suivi et la connaissance permettra de mieux maîtriser. Et donc derrière, on aura de la génération d'emplois, certes, mais c'est dans un deuxième temps que l'on va voir arriver sans doute ces changements et ces besoins de compétences nouvelles et d'emplois nouveaux. On va parler à présent de la transformation des métiers et de son anticipation. Déjà, Philippe Quirion, j'ai envie de vous demander, est-ce que votre étude sur donc les destructions, les créations d'emplois, est-ce qu'elle est remontée? Est-ce que, par exemple, elle a été transmise au ministère de l'Éducation nationale? Je n'ai pas eu de contact avec le ministère de l'Éducation nationale et j'en doute un peu. Moi, mon impression, c'est que le problème majeur n'est pas dans les formations initiales. On a un problème de formation continue, en particulier dans le secteur du bâtiment, pour avoir des isolations qui se fassent vraiment à un niveau bâtiment basse consommation, où là, il faut des compétences qui sont pas, et des bonnes pratiques qui ne sont pas appliquées aujourd'hui dans la plupart des cas. Après, pour ce qui est des formations initiales, moi, il me semble que c'est assez facile, finalement. Si vous lancez un diplôme dans lequel vous mettez énergie renouvelable, vous avez soudainement un afflux d'étudiants énorme. Le problème, c'est que vous n'avez pas de débouchés après. Après, c'est un peu l'œuf et la poule. Quand on dit il faudrait mettre le paquet sur la transition énergétique, les gens vous répondent « Ah, mais il y a pas les travailleurs ne sont pas formés. N'empêche que si le marché n'est pas là, les gens ne vont pas se former. Ou alors s'ils se forment, ils vont se retrouver au chômage. » Pour moi, le problème n'est pas un problème de formation, c'est avant tout un problème de mise en œuvre des politiques et de continuité dans les politiques. Du coup, on n'a pas besoin de formation verte, vous pensez ? Alors, on a besoin de formation verte et notamment en formation initiale. Il y a un grand nombre de formations, on va dire, qui conduisent à des métiers environnementaux. Il y en a besoin, il n'y en a pas besoin d'autant qu'il y en a actuellement. C'est une filière qui attire beaucoup les jeunes. Nous en sommes très heureux, bien évidemment, mais il faut bien mesurer le potentiel d'emploi derrière. Principalement, les métiers évoluent, donc ce que l'on recherche sont des personnes qui ont eu des formations, si on prend un cas d'un ingénieur, une formation d'ingénieur solide, techniquement, qui va avoir peut-être une spécialisation, acquérir quelques compétences spécifiques, mais ce n'est pas obligatoirement des ingénieurs dédiés uniquement à l'environnemental. Donc il faut bien faire attention lorsqu'on choisit son orientation, de ne pas se fermer des portes en se spécialisant peut-être trop tôt. On a des secteurs donc, qui vont probablement décliner, comme vous le dites, et donc des personnes peut-être qu'il va falloir reconvertir. Oui, mais c'est tout petit par rapport aux évolutions qui se font de toute façon. Le secteur de l'automobile, enfin, si on prend la branche matériel de transport, elle a perdu 30% de ses emplois en France entre 2001 et 2014. C'est bien plus que ce qui peut découler d'un scénario de transition énergétique sur la même période. Si on prend le cas des centrales nucléaires, en gros, la moitié des salariés d'EDF qui travaillent dans les centrales nucléaires vont partir en retraite dans les quelques années qui viennent. Donc, il ne faut pas voir la transition énergétique comme on va prendre les gens qui sont dans le nucléaire, on va leur faire de l'éolien. Par rapport au bouleversement continu de l'économie, aux créations et aux destructions d'emplois qui se font tous les jours, ces changements-là, ce n'est pas grand-chose. Nathalie Tessier, vous êtes d'accord, vous, sachant que les syndicats, eux, insistent beaucoup là-dessus, ils disent qu'une transition énergétique réussie, c'est la sécurisation des parcours, c'est le transfert des emplois entre filières, notamment vers celles qui sont en développement. Alors, c'est bien entendu un des éléments de la réussite de la transition énergétique. D'abord, j'aimerais revenir à votre première question et vous rassurer, les travaux de M. Quirion sont bien entendu connus au-delà de contact direct éventuellement avec le ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu, lors de la conférence environnementale de septembre 2013, une table ronde qui a été consacrée justement à la thématique de l'emploi et de la transition écologique, sur laquelle il y a eu un grand nombre de participants, aussi bien des organisations, des ONG, des experts. M. Quirion a participé un moment à la préparation et des représentants de différents ministères, dont l'Éducation nationale, dont l'enseignement supérieur. Donc tous les travaux qui sont menés sur ces thématiques sont partagés. Puis j'aimerais aussi souligner qu'il y a des acteurs qui sont extrêmement importants, justement, ce sont les partenaires sociaux. Ils doivent s'emparer de ces travaux. C'est eux qui, au travers des branches professionnelles, ont aussi le pouvoir de réfléchir et d'infléchir les politiques, les stratégies de formation, notamment dans les secteurs qu'ils représentent. Donc ils sont absolument incontournables. En ce qui concerne les transitions professionnelles, oui, bien évidemment, mais
On ne va pas se retrouver avec des centaines de milliers de personnes qui vont perdre un emploi à cause de la transition énergétique et devoir changer d'emploi. Majoritairement, ce que l'on sait, c'est qu'il y a un verdissement de l'économie qui commence et qui va devoir se poursuivre. Donc une évolution des métiers actuels auxquels on va devoir ajouter quelques compétences. Ce n'est pas un bouleversement total, ce n'est pas la création de nouveaux métiers entièrement qu'on ne connaîtrait pas. Donc les transitions professionnelles sont certes un sujet, mais l'adaptation effectivement de la formation professionnelle continue à destination des salariés qui voient leur métier évoluer est bien plus importante en termes d'enjeux. Raphaël Claustre, comment on réussit les transitions professionnelles? On les réussit en particulier en donnant un cap qui soit clair et en organisant ces transitions professionnelles, et en particulier la formation, à tous les niveaux de territoire. C'est-à-dire qu'au niveau national, il va y avoir des programmations pluriannuelles de l'énergie, donc qui vont nous dire quels secteurs doivent croître dans quelle proportion, et puis aussi des plans de programmation des emplois et des compétences. Et faire ça au niveau national, c'est intéressant, mais il faut descendre au niveau régional, parce que la région a déjà en charge de faire un schéma régional qui dit comment chaque secteur, autant efficacité énergétique que production renouvelable, doit se développer, mais aussi parce que la région a la compétence sur la formation continue, qui est une des clés de réussite de ces transitions professionnelles. Et on peut même descendre à un niveau inférieur, parce qu'au niveau du territoire, on va dire de l'intercommunalité, d'abord c'est le niveau du bassin de vie, c'est au niveau où vous et moi habitons, et lorsqu'on recherche un emploi, c'est sur un bassin de vie donné, mais aussi parce qu'il y a des plans climat, air, énergie et territoire qui sont réalisés. Donc à tous ces niveaux, il faut arriver à faire des travaux prospectifs, essayer d'estimer quels seront les secteurs où il y aura du besoin, et créer la formation en lien avec ça. Mais surtout, il faut arriver à être crédible, parce qu'il faut bien se rendre compte que pour une entreprise, investir dans la formation, c'est quelque chose qui compte. Et si les politiques publiques ne sont pas suffisamment fiables ou pas suffisamment crédibles, alors il n'y aura pas d'investissement dans le secteur. Si, je prends un exemple tout bête, mais vous me disiez en début d'émission qu'on allait vers 18% d'énergie renouvelable, mais si les énergies fossiles et les énergies fissiles ne cèdent pas la place aux renouvelables, il n'y aura pas de crédibilité, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de transition énergétique. Nathalie Tessier? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place de ces plans de programmation emploi compétences dans les territoires en lien avec la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et en plus, nous avions depuis 2013, justement lors de la conférence environnementale, dans la table ronde dédiée à l'emploi à la transition écologique, cerné cette difficulté, et nous avions une mesure qui demandait au ministère en charge de l'écologie, conjointement avec le ministère en charge de l'emploi, d'essayer d'étudier la mise en place de 3 expérimentations dans des territoires, justement pour évaluer de quelle manière on pouvait faciliter les transitions professionnelles entre les métiers de l'industrie, on va dire classique, qui pourraient éventuellement connaître un déclin, et des métiers de l'industrie de la transition énergétique. Donc cette mesure s'est déroulée. Nous avons maintenant un résultat issu de ces expérimentations que nous allons déployer dans les mois qui viennent, qui va être proposé aux acteurs des territoires pour avoir une méthodologie claire et surtout une capacité à organiser une mobilisation totale au niveau du territoire. Ce n'est que dans ces conditions-là qu'on peut vraiment réussir les transitions professionnelles. Alors ce sont des outils d'ajustement qui sont difficiles, c'est complexe d'identifier les compétences. Alors c'est déjà complexe d'identifier les besoins des entreprises, parce qu'effectivement il y a besoin d'une stabilité de marché, d'une vision de l'entreprise pour savoir quels sont les recrutements qu'elle envisage, quelles sont les bonifications de son activité qu'elle envisage. C'est complexe dans le sens où derrière il faut identifier les salariés qui vont voir leur métier évoluer et donc la formation dont ils ont besoin pour suivre cette évolution. Éventuellement pour les demandeurs d'emploi aussi, savoir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans cette dynamique. Et puis c'est complexe parce qu'à côté, nous avons toujours cette dichotomie entre les acteurs du développement économique dans la région et les acteurs qui gèrent les stratégies emploi-formation, qui ont encore quelquefois du mal à communiquer, donc d'avoir une vision cohérente. Et du coup, quelquefois, le développement économique va un petit peu trop vite par rapport aux capacités des cycles de formation qui ne sont pas prévus suffisamment tôt pour répondre aux besoins de l'économie. Donc c'est là où on a vraiment besoin d'un dialogue aussi prévisionnel que possible, qui permette d'anticiper et donc de mettre en place les bons outils et du coup d'avoir cette adaptation des personnes et surtout la mise en œuvre d'une croissance verte qui permet d'avoir des emplois durables et stables en France. Mais on n'est pas en retard. On n'est pas en avance, on n'est pas encore en retard. Il faut que tout le monde y travaille justement pour continuer à avoir ce potentiel qui existe. Il y a quand même des études qui pointent un bon nombre de professionnels qui ne sont pas formés aux enjeux climatiques.
même des formateurs qui disent ne pas très très bien comprendre les nouvelles réglementations, ce qu'on attend de leur part. Qu'est-ce que vous en pensez? Même ne pas être au courant des besoins des industriels. On a l'exemple de l'éolien offshore, les énergies marines renouvelables. Alors, ça dépend à quel formateur vous parlez. L'éolien offshore, c'est quand même concentré sur quelques territoires. Il y a eu des projets sur ces territoires, notamment si on prend dans le Finistère. Il y a eu vraiment un projet qui a rassemblé différents acteurs du territoire, y compris des représentants d'organismes de formation, pour essayer de comprendre quels seraient les besoins des entreprises qui allaient s'installer. Au niveau de la branche professionnelle, l'Observatoire de la métallurgie, donc l'Observatoire de la branche professionnelle, a mené une étude sur les besoins qui seraient liés aussi au développement de l'éolien offshore. Donc après, je ne peux pas dire que tous les formateurs, évidemment, ont été informés des résultats, mais néanmoins, il y a eu des efforts conséquents d'anticipation, de connaissance des besoins qui seront à pourvoir. La difficulté étant aussi d'avoir, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, un pas de temps qui correspond entre le pas de temps de la conception de l'ingénierie de formation et les besoins des entreprises. Il y a quelquefois un décalage important. Et ça, c'est très difficile à traiter par contre. Très bien, maintenant on va aussi un petit peu aborder les métiers qui sont directement impactés par le dérèglement climatique. Donc leurs conditions de travail se transforment. On le voit au niveau de l'eau, les pluies violentes qui augmentent. Les sécheresses qui sont maintenant aussi une réalité en Europe. Pascal Boyer, vous, donc concrètement, comment ça impacte vos métiers? Est-ce que maintenant c'est la règle plutôt que l'exception, ces perturbations climatiques? Pour l'instant, non, mais on voit bien que de façon systématique, on trouve de plus en plus, en France, en Europe ou dans le monde d'ailleurs, des situations exceptionnelles que l'on a rarement connues, voire peu connues. En effet, si je prends le risque inondation ou l'inondation, ou les fortes pluies, ou les crues, je dirais que ça repart d'ailleurs d'un peu plus loin. Les aménagements qui ont pu être faits, aussi bien agricoles qu'urbains d'ailleurs, jouent sur le bassin de collecte de toutes ces eaux lorsqu'il y a un épisode pluvieux. On augmente les vitesses, on augmente le ruissellement et on augmente l'arrivée massive d'eau dans des infrastructures qui n'ont jamais été conçues pour d'ailleurs. Ce qui veut dire que à ce niveau-là, il faut déjà avoir une formation, il faut déjà avoir un métier qui sera à part entière gestionnaire des eaux pluviales, un petit peu de ce type-là. Des métiers qui se transforment complètement ou juste des ajustements techniques, donc augmenter des réservoirs, ou est-ce que c'est tous vos métiers qui doivent être revus? On est quand même sur un changement structurel de prise en compte de ces épisodes exceptionnels. On n'est pas en train de se dire, bon, tous les 10 ans, on a un épisode pluvieux, tous les 50 ans, on en a un, et on va prendre en compte dans le dimensionnement des ouvrages cette chose-là. On est dans quelque chose qui est un peu inconnu, et on va vers l'inconnu d'ailleurs. Alors, je ne dis pas qu'on puisse prendre tout ceci en compte, bien évidemment, mais la réflexion est différente. On va gérer à la source. Donc on va sans doute agir sur des pratiques agricoles, ne serait-ce que la façon dont on va faire des labours sur des pentes, le fait qu'on met des haies pour retenir de la terre et de l'eau, etc. Le fait aussi que l'on va peut-être jouer sur l'imperméabilisation des surfaces, en tout cas dans les zones urbanisées. Et tout ceci, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simplement de dire on va dimensionner plus large parce qu'il y a plus d'eau. Mais on a les compétences pour, parce que moi je vais vous dire assez naïvement, par exemple, j'ai énormément entendu ce week-end, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas au courant qu'on peut être inondé comme ça. Est-ce qu'on n'est pas capable, ou est-ce que si, mais on n'arrive pas à prévoir dans la gestion? Les métiers se transforment, les compétences s'acquièrent, il faut un petit peu de temps. Les entreprises qui agissent dans le domaine de l'eau, et particulièrement sur cette partie, on va dire, gestion des eaux pluviales, traditionnellement, on avait des entreprises de génie civil et de canalisation. Maintenant, on va beaucoup plus sur de la toiture végétalisée, sur des zones inondables exprès, sur de la constitution, de la construction de noues qui s'intègrent de façon paysagère. Et donc, on va vers des entreprises, les entreprises du paysage qui, par exemple, maintenant rentrent en tant qu'entreprise et compétences dans ce cycle de l'eau pluviale. Donc, effectivement, ce sont de nouveaux corps de métier, de nouvelles compétences. Il faut quand même un petit peu de temps pour les acquérir, mais encore une fois, je dirais qu'il faut prendre en compte les pratiques qu'il y a eu ces dernières années, avec beaucoup d'imperméabilisation, et il faut reprendre ça. Ce qui est nouveau, on va le concevoir, ce qui est ancien, il faudra le modifier. Encore faut-il donc identifier les compétences aussi. De quoi on a besoin aujourd'hui? Les modes opératoires changent quand même par rapport à avant dans les énergies renouvelables? Alors, simplement, les filières grossissent. Donc plus les filières grossissent, plus il y a d'emplois, et ensuite, plus elles grossissent, plus il y a de chances de pouvoir intégrer toute la chaîne des métiers.
Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup parlé du photovoltaïque en disant les emplois sont essentiellement en Chine. C'est déjà pas vrai parce que les emplois sont majoritairement, où la valeur ajoutée est essentiellement non pas sur la fabrication du panneau, mais sur les étapes aval, donc sur l'installation, sur les études, sur le financement, sur l'ingénierie. Et ensuite, plus la filière est structurée, plus il y a de chances de pouvoir intégrer toute la chaîne. Ou c'est le cas sur l'éolien aussi, où au fur et à mesure que la filière semble se développer et stable, on arrive à intégrer des métiers industriels. Donc oui, ça change et ça se massifie. Et les qualifications, en fait, de quoi on a besoin? Quel niveau de qualification? Mais il faut absolument tout, parce qu'on parle d'un secteur industriel, donc industriel ou artisanal, mais donc on a besoin de personnes qui réalisent, des techniciens, des ouvriers, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de cadres, on a besoin de financiers. Et les filières, que ce soit énergie renouvelable ou efficacité énergétique, dans le bâtiment ou dans le transport, recouvrent tellement de métiers qu'on ne peut pas dire on a massivement besoin d'ingénieurs en génie électrique. On a besoin massivement de tous les métiers. Vous, Philippe Quirion, vous avez évalué les différents niveaux de qualification Non, ça c'est un élément que je n'ai pas pris en compte et qui réclame des études vraiment spécifiques secteur par secteur, parce que entre les transports, le bâtiment ou les énergies renouvelables ou l'agriculture, ça n'a vraiment rien à voir. D'accord, mais on peut dire quand même que les besoins se complexifient aussi. Le numérique intègre le bâtiment. Ce qu'il y a, c'est que la transition énergétique n'est pas un secteur en tant que tel. Je sais pas moi, si on parle de la plasturgie ou du bâtiment, on a un secteur avec une structuration et différents types de postes et, je ne sais pas le nombre, mais quelques grandes typologies. La transition énergétique s'applique à de très nombreux secteurs, principalement aux secteurs qu'on a pu mentionner, qui vont être la production d'énergie, qui vont être le transport, le bâtiment, mais finalement, ça regroupe beaucoup de secteurs. Donc c'est assez difficile de le traiter en tant que secteur unique. Et puis en plus, elle va s'appliquer, elle va impacter d'autres secteurs de manière plus indirecte. Toutes les industries qui consomment beaucoup d'énergie, par exemple les énergo-intensifs, vont être impactées par ça. Alors que ce n'est pas un secteur qui est un secteur directement de transition énergétique. Donc c'est vraiment très multisectoriel, donc c'est assez difficile de répondre en termes de 2-3 profils type. Vous avez des attentes en termes de formation. Est-ce que vous êtes d'accord, vous aussi, que ce n'est pas la formation initiale qui est le problème et c'est le fait que ces métiers ne sont pas encore là, en fait? Bien sûr que c'est plutôt sur le stock que sur le flux, c'est-à-dire que c'est les personnes qui sont en poste aujourd'hui, plutôt que les personnes qui arrivent, ça a été dit auparavant, les personnes qui arrivent sont plutôt pas mal formées sur ces secteurs parce qu'il y a un appétit, il y a une envie d'aller vers ces secteurs. Donc il y a plutôt trop de jeunes formés là-dessus. Alors c'est pas grave quand, ça a été dit aussi, quand ils sont généralistes et qu'ils ont une spécialisation sur nos métiers de la transition énergétique, c'est très bien. Quand ils sont uniquement formés sur les questions d'environnement, de transition énergétique, ça peut être plus risqué effectivement. Mais sur la formation initiale, on n'a pas de difficulté. La question, ça va plutôt être, est-ce que tous les métiers, alors même en formation initiale, les métiers qui ne sont pas identifiés comme transition énergétique ont une petite couche sur la transition énergétique, première chose. Et ensuite, tous les gens qui sont déjà en poste, est-ce qu'eux vont avoir accès à de la formation continue pour intégrer les nouveaux enjeux liés à la transition énergétique? On parle surtout du bâtiment, ce n'est pas le seul, mais surtout du bâtiment, puisque aujourd'hui, un maçon, un plaquiste, et même un électricien qu'on considérait jusqu'à il y a peu comme pas concerné par la transition énergétique, l'est de plus en plus. Et pas seulement parce qu'il peut être concerné par la pose de panneaux photovoltaïques, mais parce que lui-même doit apprendre à intégrer les questions d'étanchéité du bâtiment. Donc c'est arriver à intégrer ces questions-là dans les métiers des personnes en poste aujourd'hui. Pascal Boyer, vous qui représentez le Centre national de formation au métier de l'eau, quel rôle donc vous pensez avoir en tant que formateur dans cette transition énergétique? Écoutez, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, la formation initiale, c'est quand même une formation de base, dans laquelle on va trouver les compétences qui sont, je dirais, à minima, celles qui sont communes à pas mal de métiers, et pas uniquement dans le domaine de l'énergie ou de l'eau d'ailleurs. C'est vrai que la formation professionnelle continue, en tout cas pour les personnels qui sont en poste, va amener ce complément très rapidement qui fait défaut. Je vais prendre un exemple, si vous voulez, dans le domaine de l'eau. On a des personnes qu'on appelle des électromécaniciens, qui sont des personnes que l'on trouve partout dans l'industrie, dans les PME ou dans les grands groupes, etc. Ces personnes-là sont en charge, par exemple, de concevoir, installer, programmer, faire fonctionner des systèmes qui, derrière, commandent des machines. Ça peut être des pompes dans le domaine de l'eau, évidemment. Et qu'est-ce que l'on constate maintenant? Eh bien qu'on doit prendre en compte de plus en plus
dans un service d'eau toutes les sources potentielles d'énergie, ce qui est tout à fait normal pour éviter de faire appel en permanence à des énergies qui sont pour l'instant ou fossiles nucléaires. Donc on va installer quelque chose qui est récupérable sur place. On est peut-être dans un couloir venté, on mettra de l'éolien. On est peut-être sur une station de traitement des eaux sales, des eaux usées qui produit du gaz. Et plutôt que de le voir d'ailleurs se transformer dans l'air, on va sans doute le brûler pour en faire de l'énergie. Donc on va associer un nombre d'énergies bien supérieur à ce qui était le cas au départ. Donc la formation professionnelle continue va permettre à ces personnes en poste de leur apporter un minimum de savoir, de savoir-faire, pour qu'ils puissent intégrer cette dimension-là dans un métier, somme toute, très traditionnel. Électromécanicien, c'est un métier en tension ? Dans le domaine de l'eau, les métiers de base, finalement, comme tout ce qui touche à la maintenance, tout ce qui touche au fonctionnement, on parlait d'électromécaniciens, d'agents de maintenance, techniciens de maintenance. Oui, ce sont quand même les fondements du fonctionnement d'un système de distribution ou de traitement de l'eau. En effet, on a des pompes, on a des machines tournantes et effectivement, ce sont des métiers de base, sans doute un petit peu délaissés ces dernières années par les élèves, par leurs parents sans doute aussi, qui mériteraient d'être bien revalorisés, c'est vrai. Alors justement, voilà, il y a des secteurs prometteurs, on en parle, le bâtiment aussi, pas mal de personnes s'en détournent pourtant. Comment on fait pour valoriser et pour attirer vers ces filières ? Alors ça, c'est une grande question. Si on avait la réponse, nous serions tous très heureux. En ce qui concerne les métiers qui sont en tension, on va souvent revenir sur des métiers qui sont en tension pour les secteurs de manière traditionnelle. Les chaudronniers, par exemple, pour l'industrie, ils sont autant nécessaires pour la transition énergétique que pour l'industrie, on va dire, classique. Tout à fait. Dans le bâtiment, le maçon. Tout à fait. Donc là, on se retrouve avec des besoins en métiers qui devraient être compensés par des formations classiques, avec un besoin d'une spécialisation liée à la transition énergétique. Le plus difficile, ce n'est pas cette spécialisation quand il s'agit de connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances, ça on sait le faire. Par contre, c'est effectivement le travailler ensemble, souvent, par exemple dans le bâtiment, qui pose problème. On se retrouve sur une obligation de qualité du résultat final et donc de travail en commun entre les différentes spécialités, les différentes filières du bâtiment, qui jusqu'ici n'étaient pas intégrés de manière aussi poussée, on va dire, sur la mise en œuvre dans un chantier. Et là, on a une vraie difficulté pour former les personnes qui sont déjà dans l'emploi sur ces questions-là. Merci d'avoir suivi cette première émission de Parlons Pro spéciale COP21. Merci aussi à nos invités pour leur éclairage. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Tout de suite, le décryptage. David Acher, bonjour. Vous êtes le directeur des publications d'Actu Environnement et Emploi Environnement. Vous avez suivi notre débat avec attention. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors moi, il y a 4 points principaux qui m'ont marqué. Le premier, c'est la dépendance des métiers et des formations aux politiques publiques. Les 4 intervenants sont revenus à chaque fois dessus. Il y a un effet clairement impactant des politiques publiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre garde à ce que celles-ci soient cohérentes. À l'instar de ce qu'a dit Raphaël Claustre, on a observé en 2010 un va-et-vient, un stop and go en matière de photovoltaïque avec le moratoire. Ça a clairement tué une filière qui était en développement, qui était en création et qui n'attendait qu'une chose, c'était de se développer. Donc ça, il faut faire effectivement attention à une bonne cohérence, d'autant que lorsque l'on veut cibler le grand public, lorsque l'on veut faire en sorte qu'il s'engage aussi bien que les entreprises en termes d'investissement, il faut sécuriser. Sécuriser, ça veut dire que les politiques publiques doivent être cohérentes sur le long terme pour que les gens s'engagent sur le long terme. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas ce que l'on a. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le manque de communication au niveau interministériel. Ça a sauté aux yeux quasiment au début de l'émission. L'étude de M. Quirion n'a pas, ou peu, ou en tout cas pas à sa connaissance, été lue au ministère de l'Éducation nationale. Ça pose quand même question, dans un pays où énormément de jeunes sortent diplômés, notamment des universités, qu'il n'y ait pas de communication avec les lois du marché. Si je crée un master, si je crée une licence, si je crée un BTS, y a-t-il ou pas des débouchés professionnels derrière ? Aujourd'hui, clairement, on peut se poser la question qu'il n'y a pas de cohérence là-dessus et qu'a priori, il n'y a pas de travaux prospectifs, il n'y a pas de recherche sur le long terme, notamment en termes de réchauffement climatique. Troisième chose, c'est ce que disait Madame Tessier, c'est la question des formations qui marchent. Aujourd'hui, et même pas depuis qu'aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant que je peux le constater sur Emploi Environnement, les formations qui fonctionnent plutôt bien sont des formations type traditionnel, des formations dans le domaine du bâtiment, de la chimie, de l'aéronautique, de l'automobile, sur lequel on va greffer
ce que je pourrais appeler une surcouche verte. Et effectivement, ce sont du coup des formations initiales, mais aussi des formations professionnelles qui sont en cohérence avec le marché de l'emploi, qui du coup, avec des candidats, des demandeurs d'emploi qui trouvent un emploi. Dernière chose, Pascal Boyer qui nous a fait presque un aveu à la fin, on est dans l'inconnu. Effectivement, il y a une large part d'inconnu dans tout ça. Alors finalement, par rapport à cet aveu, quelque part d'impuissance, qui n'est pas forcément celui de M. Boyer, mais de toutes les filières professionnelles, la seule chose qu'on puisse espérer, c'est qu'il y ait effectivement un accord qui soit ambitieux à la COP21 pour qu'on limite le réchauffement climatique et qu'on ne soit pas totalement dans l'inconnu. Merci David. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au mois de novembre pour une prochaine émission consacrée cette fois à l'adaptation des infrastructures dans les territoires face au changement climatique. Merci de votre fidélité.